dans ce processus de réécriture historique, nous rentrons dedans la question du rétablissement d'un régime monarchique après la Révolution. Un régime monarchique qui a besoin de nouveaux espaces de représentation, que ce soit des grandes places, des palais, des monuments représentatifs de son pouvoir royal. Évidemment, là, on rencontre la problématique de l'argent. Dans une époque où les caisses de l'État sont vraiment décimées par la guerre, il est difficile de déclencher des grands chantiers d'architecture princière. Mais à partir de ces contraintes, encore une fois, le système impérial tire un avantage. Parce que, comme on n'a pas d'argent pour construire de grands palais, on s'installe dans des endroits qui existaient déjà et on les transforme. Ça coûte moins d'argent et ça sert quand même à diffuser ces discours comme quoi les Bonaparte sont les héritiers de ces endroits, de ces lieux de pouvoir, qu'ils occupent, qu'ils transforment et desquels ils se réapproprient pour marquer cette idée de continuité de la dynastie des pouvoirs napoléoniens qui vouait à l'éternité. Dans l'histoire de la Rome napoléonienne, il y a 3 dates fondamentales. Nous trouvons d'abord 1809, qui est l'année de l'annexion de Rome au Premier Empire, des États pontificaux au Premier Empire. 1810, année de la proclamation de Rome comme 2e capitale de l'Empire napoléonien. Et finalement, 1811, année de la naissance de l'héritier de l'Empire, qui reçoit le titre de roi de Rome. Pour Rome, on prévoit beaucoup de projets qui vont dans toutes les directions. On prévoit des marchés publics, on prévoit des équipements civils comme des dépôts d'archives, des dépôts de médicité. Dans la ligne de cette idée, de cet idéal de régularité urbaine qui domine la pensée urbaine européenne dès la fin des Lumières, on conçoit des agrandissements et des aménagements de places publiques à Rome autour de grands monuments, par exemple la Fontana di Trevi, le Panthéon ou encore la Piazza del Popolo. Un des projets les plus importants est bien évidemment le projet archéologique des redécouvertes du Forum romain. Évidemment, dans le projet urbanistique et architectural du Premier Empire, les jardins ont un rôle capital. Mais là encore, l'Empire se place en tant qu'héritier du siècle qui l'a précédé, parce que tout au long du XVIIIe siècle, l'intérêt par les sciences naturelles, par la redécouverte de la nature, devient de plus en plus important. Pensons par exemple à l'impératrice Joséphine, qui était une vraie passionnée des sciences naturelles et de la botanique. C'est à Joséphine, par exemple, que la ville de Toulouse consacre un projet de jardin des plantes magnifique avec toutes les nouveautés disponibles à l'époque. Dans tous les territoires qui ont été dominés par la sphère française pendant le Premier Empire, on retrouve énormément de projets, de jardins publics, de jardins botaniques, de promenades plantées. Pensons par exemple à des énormes jardins publics qu'on pensait ériger dans la ville de Rome. Parfois, ces projets revêtent un intérêt symbolique très spécial. Par exemple, dans le nord de l'Italie, en Lombardie et dans le Piémont, notamment à Turin, lorsqu'on détruit les enceintes médiévales de la ville, ces murailles médiévales qui étaient des symboles de la tyrannie, comme on disait à l'époque, on pense aménager des promenades publiques. On pense à aménager ces espaces verts pour les loisirs du peuple, de l'habitant de la ville. On voit encore une fois comment ces projets urbanistiques pouvaient être utilisés pour convaincre une opinion publique de la nécessité de ces réformes préconisées par le Premier Empire. On pourrait dire que les plus grands héritages de la période napoléonienne à l'Europe urbaine que nous connaissons aujourd'hui, ce sont les espaces vides. Quand les troupes napoléoniennes se retirent, quand l'Empire tombe, l'Europe est parsemée de beaucoup de chantiers inachevés. Parfois, ce sont des grands chantiers inachevés qui laissent justement ces grands espaces vides, des espaces vides qui néanmoins vont se remplir de beaucoup d'idées très représentatives de cette transformation politique de l'Europe de l'époque. Nous devons une grande partie de l'image, du visage urbain de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui à cet espace vide, à ces chantiers commencés et déclenchés pendant le Premier Empire et achevés bien après la chute du règne de l'empereur.